Des Bonaparte à Isola Bella, un exposé de M. Gérard Miège aux îles Borromée pour le souvenir napoléonien de Suisse au mois d'octobre 2024. Mesdames, Messieurs, évoquer le passage de plusieurs membres de la famille Bonaparte aux îles Borromée, tel était le devoir que m'a suggéré notre délégué Éric Caboussa. Pour le résoudre, j'ai cherché dans les écrits des témoins de l'époque de quoi alimenter cette présentation, et je dois dire que ces témoins, pensant peut-être se glorifier, firent plus souvent référence aux grandes heures de l'épopée qu'aux secrets d'alcôve qui font pourtant et souvent le sel de la grande histoire. Malgré ce manque d'informations croustillantes, je pense avoir réuni assez de matière pour vous parler de Bonaparte, de Joséphine et de la mésaventure de sa fille, la reine Hortense, alors qu'elle devait rejoindre son frère Eugène aux îles Borromée dans le courant de l'année 1811. Première partie, Bonaparte et Joséphine. Une première question nous vient à l'esprit. Pourquoi le Directoire avait décidé de nommer le général Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie? Qu'avait-il alors à son actif pour un tel poste? La prise de Toulon en automne 1793 et la répression de l'insurrection royaliste du 13 Vendémiaire en 4, c'est-à-dire 5 octobre 1795. La réponse se trouve peut-être dans une réflexion du Genevois Mallet-Dupont, qui voyait ce personnage comme, et je cite, un terroriste corse, bras droit de Barras, et qui, par ses victoires, commençait à prendre, comme on dit, la grosse tête. Sombre, renfermé, apparaissant mesquin, petit, maigre, la figure souffreteuse sous des longs cheveux mal peignés et de mise minable. Si peu liant, il avait pourtant réussi à s'attacher Joséphine de Beauharnais, une des nombreuses maîtresses de ce même Barras, et qu'il avait fini par épouser le 9 mars 1796, quelques jours avant d'entamer la première campagne d'Italie. Une seconde question nous vient aussi à l'esprit. Pourquoi cette campagne? De fait, à ce moment, la République française devait faire face à deux ennemis, l'Autriche et l'Angleterre. Cette dernière semblant pour l'instant inattaquable, il était urgent de se tourner contre l'Empire des Habsbourg en l'attaquant sur son point le plus faible, le nord de l'Italie, avec trois objectifs bien précis: conquérir, soumettre et taxer ces riches provinces pour renflouer les coffres de la République. Muni de tels ordres, et placé à la tête d'une armée de 36 000 hommes répartis en 4 divisions, commandées par les généraux Augereau, Masséna, Amédée de la Harpe et Sérurier, le général Bonaparte allait en quelques mois battre successivement les Piémontais puis les Autrichiens. Je n'entrerai pas dans une description de cette campagne. Sachons simplement qu'après la reddition des Piémontais à Cherasco le 28 avril 1796, Bonaparte se retourna contre les Autrichiens qui, craignant d'être débordés, se retirèrent sans combattre. Enfin, le 10 mai 1796, après la célèbre bataille de Lodi, les Autrichiens se retirèrent.
Ce repli permit à Bonaparte d'entrer en vainqueur dans la ville de Milan le 15 mai et de dire, je cite, « Je me regardais non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort d'un peuple. Il me vint à l'idée que je pourrais bien devenir un acteur décisif sur notre scène politique. » Fin de citation. Oui, mesdames, messieurs, ce 15 mai 1796, jour de la Pentecôte, les Milanais accueillirent Bonaparte comme un libérateur et lui offrirent une réception majestueuse. Cependant, et malgré la présence d'un certain nombre de jolies femmes, Bonaparte était triste. Sa Joséphine, son épouse adorée, n'était pas là pour assister à son triomphe. Et pourtant, depuis son départ, il n'avait eu de cesse de lui envoyer des lettres de plus en plus enflammées dans lesquelles il espérait sa venue. Écoutons-le. Ma bonne amie, aie soin de me dire que tu es convaincu que je t'aime au-delà de tout ce qu'il est possible d'imaginer, que tu es persuadé que tous mes instants te sont consacrés, que jamais je ne passe une heure sans penser à toi, que jamais il ne m'est venu dans l'idée de penser à une autre femme, qu'elles sont toutes, à mes yeux, sans grâce, sans beauté et sans esprit, que toi tout entière, telle que je vois que tu es, pouvait me plaire et absorber toutes les facettes de mon âme, que tu en as touché toute l'étendue, que mon cœur n'a point de repli que tu ne vois, point de pensée qui ne te soit subordonnée, que mes forces, mes bras, mon esprit sont tout à toi, que mon âme est dans ton corps, et que le jour où tu aurais changé, ou le jour où tu cesserais de vivre serait celui de ma mort, que la nature, la terre n'est belle à mes yeux que parce que tu l'habites. Si tu ne crois pas tout cela, si ton âme n'en est pas convaincue, pénétrée, tu m'affliges, tu ne m'aimes pas. Il est un fluide magnétique entre les personnes qui s'aiment. Je n'ai pas passé un jour sans t'écrire. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer entre mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Fin de citation. Malheureusement, loin d'y songer, Joséphine trouvait toujours des excuses pour ne pas le rejoindre. Une fois, elle était malade. Pire, une autre fois, elle lui écrivait ne pas pouvoir voyager car elle était enceinte. En effet, tous les prétextes lui étaient bons, car séparée d'un mari pour lequel elle montrait bien peu d'attachement, Joséphine s'était acoquinée durant son absence avec un charmant jeune homme nommé Hippolyte Charles, aide de camp du général Leclerc, le futur mari de Pauline Bonaparte. Joli garçon, toujours disponible, sans cesse en mouvement, elle l'appelait mon petit Polichinelle. Bien évidemment, face à ce vilain garnement, le bougon Bonaparte avait bien peu de chance. Sa Joséphine pensait plus à l'amour et aux amusements parisiens qu'à rejoindre un mari qui, semble-t-il, l'étouffait
par ses nombreuses lettres un peu trop enflammées à son goût. Cependant, en juin 1796, face aux menaces de Bonaparte de quitter son armée pour venir chercher sa Joséphine, Barras, le chef du directoire, intervint et lui ordonna de le rejoindre. Pour Joséphine, il n'était plus temps de tergiverser. Elle quitta donc Paris le 27 juin 1796, escortée par le futur général Junot, par Joseph Bonaparte, par son beau-frère Nicolas Clary, le frère de Julie Clary, future reine d'Espagne, et de Désirée Clary, future reine de Suède, et par un fervent partisan des Français, le président de la municipalité de Milan, Gian Galeazzo Serbelloni, qui avait mis son palais milanais à la disposition de Bonaparte et où elle devait résider. Bien sûr, elle n'oublia pas de mettre dans ses bagages Hippolyte Charles, son joli petit polichinelle. Après un bref arrêt à Lyon, la générale Bonaparte parvint à Turin, capitale du royaume de Piémont-Sardaigne, où elle fut reçue par le couple royal. Nonobstant les égards qui lui furent prodigués, une certaine hypocrisie régnait, et comme le dit Romain Hamelin, un ami de Joséphine, je cite, « Elle fut reçue comme on reçoit les gens dont on a peur ». Fin de citation. Et, poursuivant sa narration, Hamelin ajouta en forme de cancan que Joséphine se montrait un peu trop proche du bel Hippolyte. Enfin, après l'intermède turinois, le voyage se poursuivit et Joséphine parvint à Milan le 9 juillet. Mais à cette date, Bonaparte était à Vérone et ce ne fut que le 13 qu'elle le retrouva. Inutile alors de décrire le bonheur du général. Écoutons-le. Quelle nuit, ma bonne amie, que celle que je passe dans tes bras. Sans cesse, je repasse dans ma mémoire le souvenir de tout ce que nous avons fait, tes baisers, tes larmes, ton aimable jalousie, et les charmes de l'incomparable Joséphine rallument sans cesse une flamme vive et brûlante dans mon cœur et dans mes sens. Fin de citation. Cependant, ce moment de bonheur ne dura pas, car 2 jours plus tard, Bonaparte dut repartir à la guerre du côté de Mantoue. Pour Joséphine, son absence ne lui fut pas trop pénible, car après ces 2 jours de retrouvailles, elle se sentait fatiguée, d'autant plus que depuis son départ de Paris, elle était souffrante. D'ailleurs, elle en avait fait part à son amie Madame Tallien, je cite, « J'ai fait le voyage le plus pénible qu'il soit possible de faire. J'ai été 18 jours en route, j'ai eu la fièvre en montant en voiture et une douleur de côté. Maintenant, la fièvre est passée, mais les douleurs de côté durent encore. » Fin de citation. À noter, entre parenthèses, que selon certaines autorités médicales de l'époque, ces douleurs auraient pu être d'ordre gynécologique, ce qui explique peut-être pourquoi, depuis lors, elle fut dans l'incapacité de donner un héritier à son mari. Enfin, après plusieurs jours de fête à Milan, Joséphine rejoignit son mari à Brescia. Mais son séjour dans cette ville ne dura pas, car Bonaparte dut à nouveau affronter les Autrichiens. Commença alors un chassé-croisé entre Français et Autrichiens qui força Joséphine à fuir les lieux de combat. C'est pourquoi, sur l'invitation de Ferdinand III de Habsbourg-Lorraine, grand-duc de Toscane, elle se rendit à Florence. Après quelques jours, elle fit un crochet par Lucques où, en dépit des honneurs que les autorités lui décernèrent, elle s'ennuya. Quelques jours plus tard, une lettre de Bonaparte arriva, lui intimant l'ordre de retourner à Brescia, où il pensait la retrouver.
Mais lorsqu'elle arriva, il n'y avait pas de Bonaparte. Aussi, profitant de son absence, Joséphine put revoir son cher Hippolyte. Et si l'on en croit les mémoires de Romain Hamelin, ce soir-là, Joséphine était redevenue la femme galante de Paris. Et, continuant ses commérages sur la relation que Joséphine avait avec Bonaparte, il ajoutait, je cite, « Jamais elle n'en a été éprise, par la raison toute simple qu'elle était éprise de quelqu'un d'autre. Je savais à quoi m'en tenir sur le sieur Hippolyte Charles, et je me sentais mal à l'aise en voyant ce jeune général déjà couvert de gloire, rival malheureux d'un gringalet qui n'avait pour lui que sa jolie figure et une élégance de garçon perruquier. » Fin de citation. De fait, il est une chose qu'il faut souligner. Durant son séjour en Italie, Joséphine ne passa que peu de temps avec Bonaparte, car celui-ci, comme nous le savons, devait faire face à l'ennemi autrichien et qu'il consacrait une grande partie de son temps à la guerre. Ce qui explique pourquoi, dans les lettres qu'elle écrivait à ses amis, Joséphine n'avait de cesse de se plaindre. Alors, pour fuir son désœuvrement, dans le courant du mois de novembre 1796, elle se rendit à Gênes sans avertir Bonaparte qui, à ce moment, bataillait du côté d'Arcole. Après sa victoire, et sans perdre de temps, il s'en revint à Milan où il pensait retrouver sa chère Joséphine. Mais, ô stupéfaction, elle n'était pas là. Prenant aussitôt la plume, il s'épancha, je cite, « J'arrive à Milan, je me précipite dans ton appartement, j'ai tout quitté pour te voir, te presser dans mes bras, tu n'y étais pas. Tu t'éloignes de moi lorsque j'arrive, tu ne te soucies plus de ton cher Napoléon. Un caprice te l'a fait aimer, l'inconstance te le rend indifférent. Ah, Joséphine, ah, Joséphine. » Fin de citation. Oui, l'absence de sa femme lui porta un rude coup, et durant plusieurs jours il en fut malade. Pour le sortir de sa prostration, il fallut que Berthier intervînt pour la ramener auprès de lui. Bien sûr, certains ne se gênèrent pas de laisser entendre que durant son séjour à Gênes, Joséphine s'était consolée dans les bras de son petit Polichinelle. Cependant, et malgré ses déboires conjugaux, la victoire d'Arcole le 17 novembre 1796 allait entraîner de grandes répercussions en Italie et plus particulièrement à Milan, car, comme le dit Pierre Brandat, de général républicain qu'il était au début, Bonaparte se fit proconsul romain. S'entourant d'une véritable cour, il imposa une étiquette digne de la royauté, allant même jusqu'à se servir de Joséphine pour parfaire sa nouvelle position. Et toujours selon les dires de Pierre Brandat, le rôle que joua Joséphine lui allait comme un gant. Adulée comme une reine, toujours aimable et polie, tous s'efforçaient d'obtenir ses faveurs en lui faisant moult présents. Toutefois, vite son caractère quelque peu neurasthénique reprenait le dessus, et malgré l'éclat des fêtes milanaises, elle s'ennuyait. Elle le laissait d'ailleurs entendre dans ses lettres, je cite, « Je m'ennuie beaucoup en Italie, malgré toutes les fêtes que l'on donne et l'accueil flatteur des habitants de ce beau pays. Oui, j'ai bien besoin de voir mes enfants et mes amis. » Fin de citation. De fait, si cette nostalgie allait la poursuivre durant tout le temps que dura cette première campagne d'Italie, elle finit quand même par se plier au rôle d'épouse du général en chef en remplissant toutes ses obligations avec habileté et grâce.
Quant à Bonaparte, après l'épisode de Gênes, il avait enfin compris que l'amour qu'il portait à Joséphine n'était nullement partagé. Sa passion se fit alors plus raisonnable. Las de lutter contre la frivolité et l'indolence de son épouse, tout ce qu'il exigeait d'elle, c'était de lui prodiguer du respect, de l'attention et des sourires. Ainsi, entre les épisodes guerriers, Bonaparte retrouvait sa Joséphine au château de Mombello près de Milan. Là, elle fit connaissance avec la famille de son mari, et d'entrée le courant fut glacial, surtout avec Laetitia, la mère de Bonaparte. Mais, bonne comédienne, Joséphine tint son rôle à merveille, et jusqu'à la fin de la campagne d'Italie, elle renonça aux imprudences de sa nature quelque peu frivole. Enfin, après plusieurs mois de combats et la prise définitive de la citadelle de Mantoue, l'Autriche acceptait d'entrer en négociation et le 18 avril 1797 étaient signés des préliminaires de paix à Leuben. Et Bonaparte d'écrire au directoire, je cite, « Ayant acquis plus de gloire qu'il n'en faut pour être heureux, je vous demande du repos et un congé pour me rendre en France. » Fin de citation. Pour Joséphine, la perspective de revoir Paris et d'y retrouver ses amis la remplit de joie. Malheureusement, celle-ci fut de courte durée, car sans prendre en compte les ordres du directoire qui étaient déjà fort contrariés par son attitude césarienne, Bonaparte avait décidé de sa propre autorité de poursuivre des négociations en vue de parvenir à une paix définitive avec l'Autriche. Bien sûr, cette décision força Bonaparte et son épouse à passer un second été en Italie. Ce fut donc à cette occasion, au mois d'août 1797, qu'ils firent une excursion au lac Majeur. Écoutons, mesdames, messieurs, ce que nous dit dans ses mémoires François Miot de Melito, alors ministre plénipotentiaire auprès du grand-duc de Toscane, je cite. Bonaparte décida de faire une course au lac Majeur. Il me proposa de l'y accompagner. Le désir de voir ce lieu célèbre et en même temps de prolonger un séjour auprès d'un homme si extraordinaire me rendait cette proposition trop agréable pour ne pas l'accepter avec empressement. Nous partîmes de Milan le 18 août 1797. J'étais dans la voiture de Bonaparte avec sa femme Joséphine et Berthier. Pendant la route, gai et animé, il nous raconta plusieurs anecdotes de sa jeunesse et nous dit qu'il venait d'avoir 28 ans. Il montrait des soins très empressés pour sa femme et prenait fréquemment avec elle des libertés conjugales qui ne laissaient pas de nous embarrasser, Berthier et moi. Mais ses manières libres étaient empreintes d'un si vif sentiment d'affection et de tendresse pour cette femme si aimable que bonne qu'on pouvait aisément les excuser. Après une route que la chaleur de la saison rendait assez pénible, quoique nous en eussions fait la plus grande partie pendant la nuit, nous arrivâmes sur les bords du lac Majeur et vînmes nous établir dans le palais magnifique bâti au milieu de l'Isola Bella, la plus belle des îles qui s'élève au sein de ce lac. Je ne ferai pas ici la description de ces lieux ravissants où l'art, malheureusement, se montre parfois beaucoup trop. Mais les charmes qu'ils doivent à la seule nature firent sur moi une impression ineffaçable. Les sommets neigeux du Saint-Gothard et du Saint-Plon se réfléchissant dans les eaux limpides et tranquilles du lac. Le Tessin, descendant en torrent du haut de ces monts
et venant confondre ses ondes avec celles de ce vaste réservoir d'où il s'échappe ensuite pour aller féconder par 1000 canaux les campagnes de la Lombardie. La vue riante des coteaux sommés d'habitations qui bordent le lac au nord et des riches moissons couvrant les plaines que ces eaux baignent au midi, tout contribuait, à cette époque de l'année, à rendre le tableau qui se déroulait sous nos yeux plus pompeux que dans toute autre saison et en même temps plus séduisant par la tranquillité qui régnait autour de nous. Nous jouissions de ce calme délicieux qui contrastait avec les scènes terribles de la guerre, si rapprochées de nous, et qui apaisait les agitations que le pressentiment d'un avenir incertain avait jetées dans nos âmes. Les 2 jours que nous passâmes à l'Isola Bella furent très agréables. La promenade, les bains, les plaisirs de la table en remplirent tous les moments, et ce ne fut pas sans regret que nous quittâmes ces enchantements pour revenir à Milan le lendemain 19 août. Fin de citation. Après cet intermède bucolique, Bonaparte et Joséphine s'en revinrent à Milan. Puis, le 22 août 1797, Bonaparte quitta Mombello pour Passeriano afin de signer des préliminaires de paix à Campo Formio avec l'Autriche, préliminaires qui furent signés le 17 octobre 1797. Nous connaissons la suite de cette histoire au cours de laquelle le général Bonaparte traversa la Suisse de Genève à Bâle sous les acclamations de la foule. De Bâle, il se rendit ensuite à Rastatt, où fut conclu un traité de paix qui confirmait la possession à la République française de la rive gauche du Rhin, du sud de la Belgique et la création de la République cisalpine. Quant à Joséphine, bien que durant plusieurs mois elle ait exprimé dans ses lettres son désir de revoir la France, elle resta encore un peu de temps et visita Venise et Turin et ne rentra à Paris qu'à la fin du mois de décembre 1797. Si l'on en croit la rumeur, elle profita de ce temps de liberté pour revoir son cher Hippolyte. En outre, nous savons que durant la campagne d'Égypte, Joséphine fila à nouveau le grand amour avec son cher Hippolyte. Dénoncer la fauteuse, en usant de tout son charme, réussit néanmoins à calmer l'ire de son mari. Il semble qu'elle ait enfin compris que pour continuer à profiter de tous les avantages d'être l'épouse d'un homme promis à un riche avenir, il lui fallait rompre définitivement avec Hippolyte Charles, et c'est ce qu'elle fit. Quant à celui-ci, enrichi par des transactions commerciales douteuses, essentiellement dans des fournitures militaires, il quitta l'armée et disparut de la grande histoire. Écoutons-le dans ses mémoires. Rien, absolument rien, ne me destinait à l'existence qui fut la mienne et qui m'a conduit à vivre des événements que je n'aurais jamais imaginés. Ma naissance, au sein d'une famille de petite bourgeoisie, dans une cité bien éloignée du centre du pouvoir, à Romans-sur-Isère, ne semblait me promettre qu'une vie uniforme et sans relief, dénuée de toute aventure prodigieuse et de toute rencontre exceptionnelle. Le bonheur éphémère de la grande passion amoureuse qui m'a lié à une femme trop belle, trop capricieuse et surtout trop célèbre, n'efface point de mon esprit le souvenir des jours sombres et amers, des déconvenues mordantes qui lui ont succédé, comme si sa fin, prévisible toutefois, n'avait été que l'annonce de ma décadence et de mon rejet dans l'ombre. D'avoir côtoyé un temps les plus hauts personnages de l'État, d'être devenu l'ami passager de quelques-uns, cela m'a donné l'illusion d'une importance que je n'ai jamais eue, l'orgueil exagéré de paraître comme un grand de ce monde. Fin de citation.
Deuxième partie, Hortense et la naissance secrète du duc de Morny. Il est aussi une autre histoire dans laquelle apparaît le nom des îles Borromée, et cette histoire se passa en 1811. Elle nous parle du fils adoptif de Napoléon, Eugène de Beauharnais, et de sa sœur, la reine Hortense. Nous savons qu'à cette date, Eugène avait la charge de la vice-royauté du royaume d'Italie. Nous savons aussi qu'il était tenu par Napoléon à exécuter strictement ses ordres et que par son caractère, il lui était totalement soumis. Aussi, craignant constamment sa colère, il obéissait en tout sans jamais discuter. Et une des raisons qui risquait de mettre en colère l'empereur, c'était tout ce qui touchait à sa famille. Or, à ce moment, nous sommes au printemps 1811, Hortense était enceinte, non pas de son mari Louis, dont elle était séparée depuis un certain temps, mais de son amant Charles de Flahault, le fils de Talleyrand et de la comtesse Adélaïde de Flahault, future marquise de Souza. Évidemment, pour éviter le scandale, il était indispensable que la chose fût tenue secrète, et ce d'autant plus que Napoléon s'apprêtait à fêter au mois de juin le baptême de son fils, le roi de Rome. Face à cette situation inavouable, la pauvre Hortense ne pouvait trouver de l'aide qu'auprès de son frère Eugène qui, sitôt averti, prit des mesures pour l'éloigner de la cour dès après le baptême du fils de l'empereur. Et bien sûr, comme à son habitude de tout dire à sa femme Auguste de Bavière, il s'empressa de lui écrire, je cite, « J'ai vu hier ma pauvre Hortense. Elle est très souffrante et a besoin d'une année de repos dans une contrée saine, loin de l'agitation de la cour. Elle partira pour la Savoie dans 8 à 10 jours, elle ira aux eaux d'Aix, puis elle viendra nous voir à Milan. » Fin de citation. Le 4 juillet, Hortense quitta Paris et se rendit à Aix-les-Bains. Son frère la rejoignit 10 jours plus tard afin d'organiser son voyage en Italie. Le 15 août, toujours pour donner le change et cachant son état, Hortense participa encore aux fêtes données pour la Saint-Napoléon. Le 31 août, quittant Aix, elle se rendit à Progny, où elle retrouva son amant Charles de Flahault. Enfin, le 14 septembre, ils se mirent en route. Et pour rester discrets, ils empruntèrent la route passant par Thonon et Saint-Gingolph. Malheureusement, cet itinéraire était peu carrossable, et à peine étaient-ils parvenus à Saint-Maurice-en-Valais qu'il leur fallut s'arrêter, la reine présentant tous les symptômes d'un accouchement prématuré, et la naissance dut avoir lieu entre le 17 et le 18 septembre 1811. Dans le même temps, Eugène et son épouse avaient quitté Monza le 17 du même mois pour les îles Borromée où ils devaient retrouver Hortense. Inquiet de ne pas la voir arriver, Eugène partit en hâte par la route du Simplon et parvint à Saint-Maurice le 20 au soir. Mais d'enfants, il n'y en avait plus, car dès le lendemain de l'accouchement, pour maintenir le secret, Flahault avait emmené le nouveau-né à Paris, chez sa mère, Madame de Souza. Bien sûr, malgré toutes les précautions prises, Napoléon en fut informé et tous les documents sur cette naissance disparurent. En revanche, nous savons qu'Hortense revint à Paris le 10 octobre 1811 et que le 22, un accoucheur nommé Gardien vint déclarer à la mairie du 3e arrondissement la naissance le 21 octobre, c'est-à-dire un jour auparavant, d'un enfant dont les parents étaient pour la mère une dénommée Louise-Émilie Fleury et pour le père Auguste Jean Hyacinthe de Morny, en un seul mot.
Il semble que ce dernier ait reçu la somme de 6 000 francs pour reconnaître l'enfant que l'on avait nommé Charles-Auguste Louis-Joseph de Morny et de disparaître à tout jamais. Ce fut en grande partie chez sa grand-mère, madame Adélaïde de Souza, que l'enfant vécut, entouré de l'affection de son père Charles de Flau, mais privé de celle de sa mère. Nous savons aujourd'hui ce que fut le destin de ce jeune enfant, demi-frère du futur Napoléon III. Le duc de Morny fut effectivement un des personnages les plus importants du Second Empire. Avant de terminer cette présentation, nous savons aussi que les îles Borromée furent tout au long des siècles un lieu fort apprécié par de nombreuses personnalités. Mais pour ne pas empiéter sur la suite de votre visite et les commentaires de votre guide, je n'en dirai pas plus, si ce n'est de vous souhaiter le plus agréable séjour dans ce lieu enchanteur. Je vous remercie.